Il y a une ville en France, on appelle Marseille. J'ai regardé et j'ai vu quelque chose là-bas. C'est comme si, vous voyez, le gouvernement est pas ici, il bavarde de ce côté, il bavarde par ici. Il y a un problème profond ici qui ne parvient pas à résoudre depuis. C'est comme si, ça veut dire ce qu'on appelle la politique de l'Autriche. Donc les gens regardent comme on ne veut pas voir ces problèmes-ci. Le meurtre à Marseille, qui va faire de telle enseigne que le pouvoir, ça va entraîner le pouvoir à avoir des insomnies. Donc le gouvernement de la France doit se retourner, doit ouvrir les yeux pour regarder le problème qui s'y trouve à Marseille. Vous comprenez ça, frère? Guerre des gangs, tueur à gages de 14 ans et victime innocente. Vendredi 4 octobre, Marseille est frappé par un acte de violence incompréhensible. Nessim Ramdam, chauffeur VTC de 37 ans, est abattu au volant de son véhicule pour avoir refusé d'obéir à son passager. Un tueur à gages de 14 ans. 2 jours plus tard, le procureur de la République de Marseille fait le point sur l'enquête. Donc chronologiquement, les faits sont les suivants. D'abord, ils s'inscrivent dans un contexte qui est celui du conflit actuel opposant dans le 3e arrondissement de Marseille, on va dire au sens large la DZ Mafia, et le clan dit des Blacks de la cité Félix Piat, notamment pour la prise de contrôle du point de deal de la cité du Moulin de Mai. Ce qui est évident, c'est que M. Ramdan n'obtempère pas à la demande des 2 individus. Le mineur de 14 ans sort son 357 Magnum qu'il avait à la ceinture et lui tire une balle mortelle à l'arrière du crâne. Nous avons déjà malheureusement eu à déplorer sur Marseille des victimes totalement extérieures du trafic, mais qui étaient victimes souvent de balles perdues. Là, vous avez une victime totalement extérieure qui va être froidement abattue. Donc je pense que là aussi, on est dans un degré supplémentaire. L'année dernière, nous avions des tirs sur des points de deal, on tuait des petites mains du trafic, ça n'avait pas beaucoup de sens déjà, mais on pouvait toujours chercher à dire j'intimide, j'essaie de prendre le contrôle du territoire et j'élimine les soldats adverses. Là, l'intérêt nous paraît encore plus limité, une perte totale de repères qui va faire que des jeunes garçons vont répondre à des annonces non pas pour aller faire les vendages ou même pour vendre de la résine de cannabis sur un point de deal, mais pour aller ôter la vie d'autrui sans aucun remords, sans aucune réflexion, avec un rôle des réseaux sociaux là aussi qui commence un petit peu à nous questionner. Le commanditaire qui a été là aussi, je vous le disais au début de mon propos, identifié par un travail d'investigation rapide et efficace, a été extrait de la maison d'arrêt de Luynes, et il est déféré ce matin en même temps que le jeune homme de 14 ans. C'est un détenu qui est connu des services. Il a, malgré son jeune âge, une quinzaine de condamnations. Et il est actuellement en détention provisoire à Marseille pour des infractions à la législation sur les stupéfiants et une association de malfaiteurs. Devant ces 2 écoles à Marseille, là où s'est encastrée la voiture de la victime, il ne reste plus de traces du drame, juste l'émotion, la colère et l'effroi. Comme pour cette mère de famille traumatisée, venue emmener sa fille à l'école ce matin. Ça fait tellement peur pour les parents, pour les enfants. Ma fille, elle a peur. Elle n'a pas dormi le soir, elle m'a dit « Maman, tu me accompagnes à l'école, j'ai peur ». Même constat pour ce coordinateur. Il travaille au sein de ce collège, en première ligne ce jour-là. Moi, je pense surtout aux élèves de l'école primaire, aux élèves du collège qui sont traumatisés, c'est vachement anxiogène ce climat, quoi. Car l'onde de choc est immense après la mort de Nessim Ramdan, 36 ans, victime collatérale d'un règlement de compte. Ce footballeur amateur et chauffeur VTC a été abattu vendredi à Marseille au volant de son véhicule par un tueur de 14 ans recruté sur les réseaux sociaux.
Un mode opératoire qui interroge dans le quartier comme ailleurs, tout comme l'âge du tireur. Moi, ce qui me choque, c'est comment un enfant, un gamin de 14 ans peut avoir une arme qui peut tuer, quoi. C'est dramatique. C'est en pleine ville en plus, en plein centre-ville. Peut-être que c'est des jeunes qui sont manipulés aussi, tout simplement. Ou alors attirés par l'argent facile. La victime, père de 3 enfants, était totalement étrangère au milieu de la drogue. Ce boulanger travaille à quelques mètres du lieu du drame. Il s'inquiète pour sa sécurité. Maintenant, tout le monde est peut-être une cible potentielle. Il ne suffit plus d'être mêlé au trafic pour prendre une balle perdue ou que sais-je. Le tueur de 14 ans a été mis en examen pour assassinat et placé en détention provisoire. Et pour en parler, je suis avec Noémie Schulz en plateau avec moi. Bonjour Noémie, vous êtes journaliste au service police-justice à France Info Télé. Merci d'être avec nous. Et nous sommes en duplex avec Bruno Bartocchetti. Bonjour. Vous êtes secrétaire national délégué de la zone sud d'unité. Merci d'être avec nous sur France Info. Et puis Driss Haït Youssef, docteur en droit public, spécialiste des questions de sécurité. Merci à vous deux d'être avec nous. Peut-être première question, comment expliquer que des jeunes de 14 ans se retrouvent dans de tels trafics? Peut-être, Noémie, vous pouvez nous apporter une première réponse. On a vu ces dernières années une évolution du narcotrafic et c'est notamment vraiment spectaculaire à Marseille. L'année dernière, d'ailleurs, des magistrats avaient tiré la sonnette d'alarme devant les sénateurs dans le cadre d'une commission d'enquête sur le narcotrafic en France et étaient venus s'inquiéter de l'état et de la situation à Marseille avec un système pyramidal, avec en haut de cette pyramide du trafic de drogue des individus qui, depuis l'étranger, vont gérer à distance le trafic de drogue et en récolter les fruits. C'est vraiment des délinquants du haut du spectre. Et puis tout en bas de cette échelle, vous avez ce qu'on appelle les guetteurs, les choufs, ceux qui épaulent aussi les jobbers. Et là, eh bien, on fait appel, ces personnes vont faire appel à des jeunes, de plus en plus jeunes, 14, 15 ans, qui pour quelques centaines d'euros par jour vont effectivement participer à ce trafic de drogue et qui maintenant n'hésitent pas. Là, on a vu un jeune de 15 ans recruté via les réseaux sociaux pour 2000 € pour aller... Alors, c'est ce jeune qui a été tué. Lui avait été recruté pour aller faire une action d'intimidation. Il devait aller mettre le feu à une porte et en quelque sorte passer un message au camp d'en face. Et lui a été tué, 50 coups de couteau, brûlé vif. Et pour venger sa mort, eh bien, depuis sa prison, un trafiquant de drogue va embaucher un autre jeune, lui promettre 50 000 € pour aller tuer quelqu'un pour venger la mort de ce jeune de 15 ans. Et effectivement, c'est vraiment frappant. C'est le fait on fait appel à des jeunes de plus en plus tôt et qui n'ont donc aucune notion, enfin, qui ne semblent n'avoir aucune notion du bien et du mal, de la valeur d'une vie humaine, puisqu'on voit que ce jeune de 14 ans va tirer une balle dans la tête du chauffeur de VTC. Bruno Bartocchetti, vous le constatez, vous, au quotidien, ce très jeune âge de ces nouveaux membres des trafics et de ces tueurs à gages, entre guillemets? Oui, bien sûr. Alors, il faut d'abord se rappeler qu'il y a encore une quinzaine d'années, même moins, on tirait la sonnette d'alarme en disant, attention, on a des jeunes, de plus en plus jeunes, des mineurs, qui sont aspirés dans des réseaux de stupéfiants. Alors, c'était inquiétant. Hein, il y a une quinzaine d'années, c'était inquiétant. Aujourd'hui, vous avez 60 à 70% de jeunes mineurs qui sont dans ces réseaux de stupéfiants, soit comme simples guetteurs, soit comme dealers, et puis aussi maintenant de plus en plus jeunes, des gamins de 14 ans qui sont, comme ça a été dit, sans aucun repère. Hein. Aucun repère. Ce jeune de 14 ans, ses parents sont en prison, déscolarisés dès l'âge de 7-8 ans, désociabilisés. Le seul repère qu'ils ont, c'est l'argent facile, rapidement. Et aucune émotion. On est capable de tuer, on est capable de mourir sans savoir finalement jusqu'où on va. L'espérance de vie chez ces voyous, c'est 25 ans à peu près. Et ce qui est surtout aujourd'hui à retenir au-delà de cette jeunesse, c'est que même dans un film, même au cinéma, on n'aurait pas eu l'idée de mettre en connexion
un homme de 23 ans incarcéré qui, par téléphone, commandite un meurtre, a fait appel à un jeune de 14 ans qui, ce dernier, se déplace, va à Marseille, dans un quartier sensible, capable de tuer une personne innocente. Vous imaginez ce que ça représente? Et surtout, ce qu'on est en train de faire, de constater dans notre société, malgré, j'insiste bien, malgré le travail de mes collègues, parce qu'il y a quand même des résultats, eh bien, on peut, dans les réseaux sociaux, on peut de sa prison, bien, envoyer dans ces quartiers des gamins de 14 ans, ça devient de la chair à canon. Et ils sont inspirés dans ce système-là, comme dans le même processus que de la prostitution. On les oblige presque pour certains, et ils n'ont pas le choix, et ils n'ont pas d'autres repères. Ils sont perdus. Moi, je vous dis, il y a une partie, parce que une grande partie de la jeunesse qui sont dans des milieux modestes ne finissent pas voyous. Mais il y a une partie qui sont déjà perdus. Il va falloir travailler, je ne veux pas monopoliser la parole, mais il va falloir travailler maintenant sur la génération à venir. Et là, on attend beaucoup peut-être de notre gouvernement, pas seulement de notre ministre de l'Intérieur qui explique qu'elle a peur de changer de camp. On l'entend tous les ans, on entend la même chose. Non, il faut maintenant qu'il y ait des états généraux de la sécurité. Il faut qu'on se remonte les manches, les systèmes éducatifs, l'enseignement, la justice, la police. Il va falloir quand même travailler ensemble, mais d'une manière beaucoup plus sérieuse, avec une vraie politique sécuritaire. Alors, je vais vous donner la parole, Driss Ait Youssef, vous êtes en duplex avec nous, mais juste, je voudrais quand même vous rappeler, si vous nous regardez, qu'il y a un QR code qui s'affiche à votre écran. Vous pouvez le scanner, aller sur la plateforme de France Info et nous envoyer toutes vos questions. Myriam Bounafa va nous rejoindre d'ici 10 minutes pour les relayer auprès de nos experts qui y répondront sur cette thématique. Voilà, vous voyez la question qui s'affiche à votre écran. Drogue, l'État impuissant. Driss Ait Youssef, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, que peut faire l'État vis-à-vis de cette situation en termes de sécurité? D'abord, moi je partage totalement ce que vient de dire le responsable syndical Bruno Bartosati. Il n'y a rien qui se passe aujourd'hui que nous n'ayons pas anticipé ou prévu. C'est-à-dire que ça fait des années que nous, spécialistes des questions de sécurité, qui avons fait beaucoup de terrain, qui travaillons à la fois avec les collectivités et les services justice-police, nous constatons un rajeunissement de la délinquance. On se souvient, d'ailleurs, on évoquait finalement il y a encore quelques années le fait que des gamins, donc de plus en plus jeunes, étaient des guetteurs, ils sont ensuite passés de guetteurs à dealers, et puis aujourd'hui de dealers à charcleurs. Donc on assiste, comme le dit l'autorité judiciaire, à une espèce de rajeunissement avec en prime une espèce de déshumanisation, un manque d'empathie, un manque d'humanité de ces individus. Et on constate d'ailleurs une accélération de ces événements post-confinement Covid, où on a des milliers de jeunes en France qui ont soit quitté le système scolaire, soit quitté le système scolaire, et en quittant le système scolaire, qui ne sont jamais retournés à l'école et qui se sont abreuvés, on peut le dire franchement, à la fois de films ultra-violents et de jeux vidéo ultra-violents, dans lesquels effectivement on est dans un rapport très virtuel à la violence. Et c'est aujourd'hui ce qui se produit. Après, quand vous dites effectivement l'État, pas que l'État, c'est-à-dire que si on considère, et ça a été l'erreur de tous les ministres de l'Intérieur qui se sont succédés, et on peut le dire avec d'autant de rage qu'on leur a expliqué que la police et la gendarmerie, à elles seules, ne pouvaient pas régler la question de la délinquance en France, et que c'était des politiques publiques convergentes dans lesquelles on met de la prévention, de la sécurité et de la répression. La prévention, c'est quoi? Avec les collectivités qui ont la charge et les départements, planning familial, des activités à la fois sur les questions éducatives, sur les questions de prévention, sur les questions de prévention de la délinquance. On voit bien que les collectivités ne sont pas ou peu associées, y compris avec les élus locaux. On voit bien que l'éducation nationale n'a pas de moyens. On voit bien que la prison, si vous prenez les Baumettes, c'est une prison qui est surchargée. Alors on a créé les Baumettes 2, puisqu'on a fermé les Baumettes qui étaient vraiment immondes, qui étaient vraiment indignes pour accueillir des détenus, qui ne préparaient même pas à leur réinsertion. Aujourd'hui, on a les Baumettes 2, mais on constate quoi? Que les détenus, ils peuvent faire leur trafic, gérer leur trafic comme bon leur semble, et y compris commanditer des assassinats depuis la prison. Donc, dans quelques instants, justement. Oui. Une vraie problématique, y compris de l'administration pénitentiaire qui manque cruellement de moyens. Je pense que c'est une convergence de politique publique. Et effectivement, les ministres de l'Intérieur qui évoquent sans cesse que la peur va changer de camp, que vous allez voir, avec moi, ça va filer droit, ce n'est pas la vérité. Ça ne correspond à aucune réalité.
Michel, quelques chiffres qui sont très parlants sur cette... En 2023, c'est des chiffres qui avaient notamment été donnés par le procureur de la République de Marseille, le président du tribunal judiciaire. En 2023, 60% des jeunes impliqués dans des... alors, on ne parle plus de règlement de compte, on parle maintenant de narcomicide, notamment, et ont moins de 21 ans, avaient moins de 21 ans. La moyenne d'âge, était de 21 ans, tous avec des antécédents judiciaires, qui étaient passés à l'acte une ou plusieurs fois. Et vraiment, ce qu'avaient souligné les professionnels, policiers, magistrats, c'est que c'est une nouvelle forme de réseau criminel avec des jeunes qui ne connaissent pas leurs victimes, qui tuent uniquement par un intérêt pécuniaire, c'est uniquement l'appât du gain qui va les motiver, et qui sont employés par les commanditaires, on l'a dit tout à l'heure, le haut de la pyramide, pour commettre les actes les plus graves. Ça permet aux commanditaires de diminuer les risques pour eux, puisque si ces jeunes-là se font tuer ou sont arrêtés, c'est pas grave, ça passe par pertes et profits, c'est le risque à payer. Et donc il y a vraiment un sujet autour de ces jeunes, alors qu'on va chercher parfois au-delà même de Marseille, parce qu'à Marseille, certains savent quel sera le prix à payer s'ils se font arrêter. Et donc, on recrute soit partout en France, on va les faire venir, on va leur payer les déplacements, leur payer l'hébergement. Et puis, on voit aussi beaucoup de mineurs étrangers, mineurs isolés, qui vont être recrutés pour ces basses besognes contre quelques centaines d'euros. Alors, Driss Saïd Youssef, vous en parliez il y a quelques minutes. Et justement, on y vient, puisque cette affaire met en lumière une nouvelle fois l'organisation de ce trafic à l'intérieur même des prisons. Le commanditaire et son téléphone qui prépare ces opérations. On se souvient notamment de l'évasion de Mohamed Amra. Je vous propose qu'on revienne sur tout ça avec ce reportage de Juliette Poissonnier et Sophie Broyer, et on en parle juste après. Le commanditaire de l'exécution à Marseille. Mais aussi Mohamed Amra, l'évadé le plus recherché de France. Dis-lui que je vais envoyer quelqu'un chez lui, il va lui arracher les cheveux et mettre le feu à son gosse. Des figures du grand banditisme qui, grâce à leur téléphone, organisent depuis leur cellule, parfois en direct, des actions criminelles. En tout, l'an dernier, 53 000 téléphones ont été saisis en prison. Des appareils utiles au quotidien, selon ce détenu, joint par téléphone il y a quelques mois. Ouais, ça dépend des personnes, ça peut être un train ou un téléphone, c'est des affaires d'or à gérer des points de deal, on peut tout gérer. Des téléphones pourtant interdits. Comment sont-ils introduits? Cette riveraine de la prison de la Santé à Paris assiste régulièrement à des livraisons. Ça, c'est le vis-à-vis qu'on a. Vous voyez, là, on voit beaucoup d'échanges de portables ou autres. Et donc, on pense en fait qu'il y a pas mal de portables qui rentrent dans la prison. À l'entrée de l'immeuble voisin, sur ces images de vidéosurveillance, des individus préparent discrètement des paquets. Ils lancent ensuite leurs colis par-dessus les murs. Les détenus n'ont plus qu'à les ramasser ou à les récupérer à l'aide de draps depuis leur cellule. Autre technique, la livraison de téléphones par drone. Mais le plus souvent, l'échange de matériel se fait au parloir, parfois grâce à des surveillants complices. Ces deux agents en poste depuis plus de 15 ans en ont été les témoins à plusieurs reprises. J'ai assisté à une sonnerie où c'est une surveillante qui met un coup de pied dans une paire de chaussettes en direction d'un détenu, qui ramasse et qui met dans son sac parloir la paire de chaussettes avec le téléphone à l'intérieur. Il peut l'avoir scotché sur lui et il passe sous le portier qui sera ni visible ni s'entendra. Il y a encore plein d'établissements où il n'y a pas de caméra sur les coursives. Rien n'est prouvable après. Mais la plupart des agents tentent plutôt d'intercepter les téléphones. Une tâche quasi impossible selon ce représentant syndical. On lutte, mais en l'état actuel des choses, c'est impossible de lutter efficacement contre ce système. Ça impliquerait des fouilles quotidiennes de l'ensemble des cellules, des fouilles générales. C'est impossible, c'est ingérable. La meilleure parade reste d'empêcher les communications. Depuis 6 ans, certaines prisons s'équipent en brouilleurs comme celui-ci. 30 millions d'euros budgétés en 2023. Mais leur efficacité reste pour le moment limitée. Bruno Bartocchetti, que faire? On vient de l'entendre dans ce reportage, les fouilles quotidiennes et générales, c'est impossible, les brouilleurs sont pas toujours efficaces. Que faire? Eh bien, c'est se donner beaucoup plus de moyens pour être efficace. Là, le représentant syndical expliquait qu'il faudrait une fouille générale tous les jours. Alors, ça paraît évidemment très difficile, mais ça peut être beaucoup plus fréquent et c'est histoire de donner des moyens. Est-ce qu'on n'achète pas non plus la paix sociale finalement en laissant ces
téléphones portables circuler dans les prisons, en tout cas ça m'interroge, vous comprenez. Il y a aussi, on va dire, le côté positif, c'est de pouvoir justement remonter parfois des filières et mieux capter ce qui peut se passer, mais enfin, très sincèrement, c'est vrai que pour ceux qui prennent 1 an, 2 ans de prison, avec un téléphone portable, avec la possibilité de fumer du cannabis, bah, c'est le prix à payer quand on a été dealer et lorsque finalement on a empoisonné la vie de beaucoup de gamins et lorsqu'on a pris beaucoup d'argent. Alors que faire? Je vous dis bien, c'est chaque fois, c'est est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui en France de lutter efficacement contre ce fléau? Non, parce que la justice n'a pas assez de moyens pour travailler. Non, parce que les policiers n'ont pas assez de moyens de travailler. Non, parce que les enseignants, en tout cas les éducateurs sportifs ou les éducateurs sociaux n'ont pas assez de moyens pour fonctionner. Et voilà où on en est aujourd'hui. J'insiste vraiment, si on ne prend pas aujourd'hui la pleine mesure de ce que nous vivons dans notre pays, on va se retrouver comme au Mexique. Alors là, je peux Alors on a visiblement un souci de connexion. Driss Ait Youssef, peut-être une réaction au reportage qu'on vient de voir et ce qui vient d'être dit. Est-ce que ces téléphones, c'est une paix sociale, comme le suggère peut-être Bruno Bartocchetti, ou peut-être aussi un moyen d'écouter et d'avoir des informations? Qu'est-ce que vous en pensez? Non. Oui, pour moi, la paix sociale, c'est pas tant le téléphone, mais c'est le cannabis qui rentre en prison. Tout le monde sait qu'il y a du cannabis en prison et ça permet d'une certaine manière de détendre les détenus. C'est-à-dire que le cannabis, ça se sent. Donc voilà, donc ça c'est aussi une certaine manière parce que vous avez un certain nombre de détenus qui n'ont rien à faire en prison, qui sont atteints de troubles psychologiques ou psychiatriques. Le problème de la prison aujourd'hui, c'est que vous avez un taux de surpopulation carcérale qui dépasse quelquefois 130%, on est même à 150% si on regarde des prisons à Luynes ou Beaumet 2 qui a été inauguré il n'y a pas très longtemps. Donc oui, je pense qu'il faut faire un rattrapage qui est un rattrapage extrêmement important sur le plan financier et ensuite le rapport sénatorial qui préconise effectivement de lutter efficacement contre le narcotrafic prévoit effectivement des régimes carcérales extrêmement durs pour les trafiquants. Il faut les mettre effectivement dans des régimes où ils ne pourront pas travailler, ils seront extrêmement bien fouillés, etc. Et par ailleurs, encore une fois, il faut que la prison, ce soit, quand j'ai une exception, à la fois, il faut que la prison prépare l'individu, le détenu, à sa réinsertion. C'est-à-dire qu'une prison qui ne prépare pas un détenu à sa réinsertion et qui organise des sorties sèches, c'est assurément la possibilité d'avoir ce qu'on appelle de la récidive. Et ce qui pose le problème en France, c'est le phénomène de la récidive. On a un taux de récidive qui est anormalement élevé, beaucoup plus élevé que nos voisins européens. Donc c'est aussi contre la récidive. Mais pour lutter efficacement contre la récidive, il faut doter ce qu'on appelle le service pénitentiaire d'insertion et de probation. C'est le service qui va préparer les détenus à avoir un projet de vie, un projet professionnel. Il faut leur donner des moyens. Si on ne leur donne pas de moyens, ça ne pourra pas fonctionner. Noémie Schulz. Sur cette question du téléphone portable en prison qui interpelle, on se dit mais comment c'est possible que des détenus aient un téléphone portable avec eux? Les autorités puissent commanditer des assassinats à distance. Là on voit que ce détenu de 23 ans a commandité 2 actions à distance depuis la prison de Luynes où il était incarcéré. Quand on pose la question aux autorités, on a un peu le sentiment que c'est comme vider l'océan à la petite cuillère parce que les portables rentrent de plein de manières différentes. Il y a effectivement des projections, on l'a vu dans le reportage, les portables qui sont jetés par-dessus les grilles. Vous avez parfois par les familles, vous avez la question des drones. Il y a aussi, et c'est un vrai sujet, et le procureur de la République de Marseille l'avait dit l'année dernière face aux sénateurs, le problème de la corruption des agents pénitentiaires. Il avait dit la bataille contre la corruption de basse intensité est perdue dans l'administration pénitentiaire. Ça veut dire qu'il y a aussi des surveillants qui, parce qu'ils sont mal payés, vont accepter de faire rentrer des téléphones contre une rémunération. Alors on pose aussi la question et on sait qu'on ne peut pas fouiller systématiquement tous les détenus après notamment un passage en cours en promenade parce que depuis 2009 c'est interdit de fouiller systématiquement tous les détenus. Pourquoi est-ce qu'on n'installe pas des brouilleurs partout? Ça c'est une autre question. Ça coûte extrêmement cher. Donc Éric Dupond-Moretti avait annoncé, et ça c'était après l'évasion de Mohamed Amra quand la question s'était posée, puisqu'on sait que Mohamed Amra a eu des téléphones en prison. On en a saisi jusqu'à 9 des portables dans la cellule de Mohamed Amra, mais donc à chaque fois, ça veut dire qu'il arrivait à s'en procurer un nouveau. Ça coûte extrêmement cher de doter les prisons de brouilleurs. Et vous avez dans certains cas des difficultés. La prison de la Santé qui est au cœur de Paris, vous avez des habitations tout autour. Et donc, dans certains endroits de la prison, si vous mettez des brouilleurs, eh bien, ça empêche les habitants, les Parisiens, de pouvoir se servir de leur téléphone portable. Donc, vous avez cette difficulté-là qui donne l'impression que cette question de téléphone portable sera extrêmement compliquée à régler. Bruno Bartocchetti, je ne sais pas si la connexion est rétablie. Oui.
C'est bon pour moi, ouais. Je suis désolé. Non, je vous en prie. On l'a vu, hein, le premier déplacement du ministre de la Justice, du garde des Sceaux Didier Migaud, était dans une prison justement. Est-ce que vous pensez que les choses peuvent évoluer avec ce nouveau gouvernement ? Vous me posez une question bien difficile parce que des gouvernements, j'en ai vu beaucoup se succéder et la priorité du gouvernement aujourd'hui, alors je ne dis pas que les sujets évoqués par le gouvernement ne sont pas sérieux et ne sont pas sensibles, mais je considère qu'on ne met pas assez en avant aujourd'hui justement tout ce qui est sécuritaire. Et lorsqu'on parle puis c'est trop tôt à mon sens pour en tirer des conclusions, lorsqu'on parle effectivement de réinsertion, c'est un vrai sujet. Ça vient d'être dit. Mais c'est un vrai sujet parce qu'on a affaire à beaucoup de récidivistes, donc ça veue dire qu'aujourd'hui, dans le milieu carcéral, je considère qu'on est un petit peu dépassé et je risque pas de pointer du doigt les gardiens de prison parce que je n'envie pas du tout leur métier, c'est très, très difficile pour eux, la pression qui s'exerce sur eux est énorme, donc c'est vrai qu'encore une fois, il va falloir se donner les moyens. Je crois que ce qui est dangereux en plus, c'est de mettre des jeunes en prison qui côtoient, même s'il y a des efforts qui ont été consentis, qui côtoient finalement d'autres personnes qui sont habituées à finalement faire des allers-retours en prison. Vous savez, il y a un sujet, à mon sens, aussi important sur la peine. Il n'y a pas que la peine, hein, on est bien d'accord, il n'y a pas que la sanction pour repousser ce phénomène, ce fléau de stupéfiants en France. Mais lorsque vous braquez une banque, ce qui est rare maintenant, mais lorsqu'il y a un braquage à main armée, c'est les assises et on prend un minimum 12 ans de prison, parfois pour un butin qui est pas très élevé. Lorsqu'on est dans le trafic de stupéfiants, je vous garantis que pour arriver jusqu'à 12 ans de prison, il faut en faire. En principe, c'est entre 3 et 5 ans, avec la remise de peine, et c'est le prix à payer. Et pourtant, on aura tué des millions de personnes dans ce trafic mondial. Donc, je pense que ça manque de juges pour les assises, ça manque de juges spécialisés, et surtout, quand on a affaire à de dangereux criminels, on doit les adapter dans des prisons et les isoler, et vraiment les isoler de notre société. Il n'y a que la longueur de prison pour cela qui vont peut-être les calmer parce que quand on ressort 2 ans après, on est encore dans le circuit. Vous restez avec nous parce que vous le savez, hein, il y a un QR code qui s'affiche sur votre écran. Vous nous avez envoyé vos questions. Myriam Bounafa nous a rejoint en plateau pour les relayer à nos invités. Bonsoir Fanny, bonsoir à tous. Le QR code est là. Drogue, l'État impuissant. Vous nous posez toutes vos questions. Vous savez comment ça fonctionne, hein. Vous prenez votre téléphone portable, vous visez le QR code que vous voyez à l'antenne avec l'appareil photo du téléphone. Un lien s'affiche et vos questions apparaissent sur cette tablette. Merci à nos invités, nos amis, nos invités à distance de se prêter à l'exercice, à nos journalistes sur le terrain. Vous le disiez à l'instant, c'est une question qui revient beaucoup. Utilise-t-on des brouilleurs efficaces dans les prisons? Pourquoi ne brouille-t-on pas les téléphones portables? Vous expliquez tout à l'heure un petit peu la difficulté. Rachid, sur cette question des téléphones portables, vous demande comment l'administration pénitentiaire ne peut-elle pas borner les téléphones portables au sein des établissements et les éradiquer, les identifier pour pouvoir ensuite s'en débarrasser? Alors, borner les téléphones, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais effectivement, cette difficulté, c'est qu'il y a beaucoup de téléphones qui circulent. Vous avez régulièrement des fouilles de cellules avec des surveillants qui vont rentrer dans une cellule. Alors, les cadres des fouilles des cellules sont assez encadrés, mais il y a des fouilles très régulières. Et il y a beaucoup de téléphones portables qui sont saisis. Les chiffres sont très impressionnants, mais vous en avez encore plus qui rentrent en détention. C'est la difficulté. Et effectivement, ce qui semblerait être la solution, à savoir les brouilleurs, il y a un vrai sujet autour des moyens, qui de toute façon, c'est le sujet qui revient le plus dans cette question sur comment lutter contre le narcotrafic. C'est un manque de moyens à tous les niveaux. Vous avez un problème aussi de surpopulation carcérale. Comme vous savez qu'au Beaumet, on est à un taux de surpopulation de plus de 180%. Comment voulez-vous que les surveillants pénitentiaires, que je ne voulais absolument pas stigmatiser en parlant tout à l'heure de la corruption, mais c'est une réalité pour quelques cas d'entre eux, sont totalement sous l'eau et donc ne peuvent pas tous les jours s'assurer que les détenus n'ont pas de téléphone portable sur eux. Donc c'est une vraie difficulté. Driss Ait Youssef, vous êtes avec nous. Rachid qui propose de borner les téléphones portables au sein des établissements. Que vous évoque cette question de notre téléspectateur?
L'administration pénitentiaire, elle sait faire mieux que ça, borné. C'est-à-dire que je rappelle qu'il y a aussi un service qui s'appelle un service de renseignement de l'administration pénitentiaire qui a pénétré le premier cercle et qui procède à ce qu'on appelle des interceptions électroniques. Voilà. Donc, par exemple, Mohamed Amra, il a été écouté pendant très longtemps. Il y a de la documentation sur lui, son organisation. Donc oui, à défaut de pouvoir brouiller, parce que brouiller, c'est aussi pour les agents de l'administration pénitentiaire qui ne peuvent pas utiliser leur téléphone et les riverains, c'est aussi la possibilité de les capter. Donc un intérêt aussi peut-être pour le renseignement français, c'est ce que vous dites, entre écouter et brouiller. Peut-on réinsérer, nous dit Nicolas, les jeunes délinquants avec des sortes de services d'intérêt général dans les collectivités? Des jeunes dans ma tablette, pour certains téléspectateurs, qui sont abandonnés. Bruno Bartosetti, peut-être? Oui, alors, bien sûr qu'on doit pouvoir, mais déjà, il va falloir aussi les prendre en charge dans ces prisons. Puisque, juste pour compléter, nos téléspectateurs comme Françoise qui nous dit, ces jeunes ne sont-ils pas délaissés par la société? Ils sont donc valorisés par les trafiquants. Je crois que Bruno Bartosetti, vous êtes revenu. Je suis revenu. Voilà. Oui, comment les réinsérer? C'est sûr que ça demande encore une fois beaucoup de travail, mais ça a été dit, surtout ne pas les placer, bien sûr, avec d'autres personnes qui sont beaucoup plus âgées, beaucoup plus habitués, et bien sûr pour les réinsérer ça demande beaucoup de moyens. Mais enfin, j'ai envie de vous dire également que voilà, on doit les mettre dans des prisons adaptées, et c'est sûr que c'est compliqué pour ces jeunes de les réinsérer, mais on doit se donner les moyens. On doit réinsérer, on doit aussi protéger la famille. Moi, vous savez, contrairement à ce qu'on dit, on doit sanctionner la famille. Lorsqu'une famille a 5 enfants, il n'y a qu'un seul délinquant, on ne va pas les sanctionner tous ensemble. Donc il va falloir aussi entourer la famille pour entourer ces enfants qui commencent à être perdus pour la société. Après, vous en avez certains, je ne voudrais pas assombrer le tableau, mais vous en avez quand même une minorité. Le mal est tellement profond que c'est quand même assez difficile. Hein. Pour ce jeune de 14 ans, par exemple, je pense que le travail va être compliqué pour le réinsérer dans notre société. Et c'est vrai que pour cela, dès le premier âge, dès le premier délit, dès la première sanction, il faut qu'elle soit immédiate. Pas forcément très longue, mais immédiate. Ce n'est pas normal qu'on parte sur des procédures et des convocations en justice qui vont durer des mois et des mois, parfois plusieurs années. Non. Ce jeune se sent forcément impuni, il a de bonnes raisons de le penser. Donc ça doit être immédiat, l'effet doit être immédiat, la sanction doit être immédiate, pas forcément très longue, mais aussi un encadrement immédiat de ce jeune, de la famille, dès le premier délit, dès la première condamnation. L'âge de ces mineurs interpelle forcément nos téléspectateurs. Où sont les parents de ces enfants de 14 ans? Quelle éducation ont-ils reçue? Il faudrait responsabiliser les parents. Ça, c'est un thème qui revient beaucoup sur la tablette ce soir. Par le biais, nous propose Mickaël, de suppression ou de réduction d'aide, ou même pénalement, peine d'intérêt général, obligation de suivi de stage ou de formation. Il y a deux choses. D'abord, y a-t-il un profil de ces jeunes de 14 ans qui surprennent nos téléspectateurs? Bruno Bartosetti, Driss Youssef ou Noémie Schulz, à vous de... Bruno Bartosetti, je crois que vous vouliez réagir. Oui, très rapidement, parce que je ne veux pas être le seul à m'exprimer là-dessus. Sur cette réponse, responsabiliser les parents. Vous avez des parents qui sont déjà dans un échec total. Donc, les responsabiliser comment? On les conduit en prison avec leurs enfants, leur supprime leurs allocations. Franchement, à mon sens, c'est pas le sujet. J'insiste sur le fait que vous avez des gamins qui sont perdus et avec des frères et sœurs qui, eux, font tout pour justement s'en sortir. Alors, du coup, on va pénaliser, comme je disais à l'instant, toute la famille. Non, je crois qu'on doit justement aider la famille. Après, au cas par cas, vous avez parfois des parents qui sont finalement complices de leurs enfants, bien évidemment. Mais on doit faire au cas par cas. On doit regarder quelle est la situation dans laquelle vit le gamin délinquant. On ne peut pas systématiquement dire l'enfant est délinquant, on supprime les allocations aux parents, on va les responsabiliser. C'est très difficile dans ces quartiers de pouvoir justement vivre avec un seuil de pauvreté qui est très bas et avec parfois 4-5 enfants, avec un seul délinquant parmi eux. Il faut réfléchir, je crois, à tout ça d'une manière beaucoup plus adaptée en fonction des situations. Sur la sécurisation des prisons, encore une question, celle de Traoré. Pourquoi ne pas mettre des caméras de surveillance, surveillées 24 heures sur 24 par des agents pour éviter toute livraison clandestine dans les prisons? C'est plus efficace que les drones, demande-t-il.
Il y a bien sûr des caméras. Par exemple, j'avais posé la question à un directeur de prison il y a quelques mois. Quand il y a des projections parfois de l'extérieur, vous allez avoir un colis qui tombe dans la cour de promenade, plein de détenus qui vont se mettre autour de ce colis. Et donc, on ne sait pas, au final, qui l'a récupéré. On ne peut pas fouiller tous les détenus. Encore une fois, il faut vous imaginer, ils sont des centaines, plusieurs fois par jour en cours de promenade, ils retournent en cellule. Il y a un moment une impossibilité. Oui, dans un monde idéal, on surveillerait tout et rien ne pourrait passer. On se rend compte que c'est très compliqué d'empêcher ces intrusions depuis l'extérieur. Et donc, c'est la raison pour laquelle il y a des téléphones portables et pas seulement qui rentrent en détention. Loris qui vous demande, les réseaux du trafic de drogue ne sont-ils pas devenus la voiture-balai du marché du travail qui n'offre plus aucune perspective pour cette jeunesse défavorisée? Driss Ait Youssef, peut-être? Moi, ce que je constate, c'est que, en fait, encore une fois, la principale difficulté, c'est que je pense qu'il y a du décrochage scolaire et du décrochage scolaire qui est important dans notre pays. Le décrochage scolaire, c'est l'antichambre de la délinquance pour moi et je n'ai pas arrêté de le répéter. Donc maintenant, effectivement, si on veut lutter efficacement contre cette perspective, effectivement, qui est sans avenir du trafic de stupéfiants, il faut impérativement mettre les moyens dans l'éducation. Et je pense que si on prend Marseille comme exemple, vous avez des écoles qui sont délabrées, vous avez un manque criant de professeurs et que par conséquent, vous avez des gamins qui ne vont plus à l'école. Et quand les gamins ne vont plus à l'école, ils restent en bas de la cité. Et quand ils sont en bas de la cité, ils commencent à faire des guetteurs. Et je pense qu'effectivement, on a besoin de responsabilité certains parents, mais quand quelquefois vous avez des parents qui sont défaillants, comme les parents d'un des gamins mis en cause, qui sont les deux en prison, ça me paraît extrêmement compliqué. Donc les collectivités ou l'État doivent pouvoir se substituer. Encore une fois, quand on parle de prévention, il faut intervenir en amont. La police aujourd'hui, c'est une police de l'urgence. Elle ne réglera pas les problèmes de société, les maux de cette société. Elle ne le fera pas. Et tous les ministres de l'Intérieur, encore une fois, qui pensent mettre à la charge des policiers et des gendarmes cette mission qui est une mission impossible, qui est de stopper le trafic de stupéfiants ou la délinquance d'une manière générale dans notre pays, il n'y arrivera pas. Alors forcément, c'est un vieux loup de mer, mais quand on pose ces questions-là de trafic de drogue et de ses conséquences, beaucoup sur ma tablette me pose la question de la légalisation du cannabis. Est-ce qu'elle pourrait résoudre une partie des problèmes que nous vivons aujourd'hui? Bruno Bartocchetti, cette question-là, elle sera toujours éludée du débat de société ou est-ce que, comme Nicolas, ça peut être une question qu'il faut mettre sur la table? Oui, c'est une question qu'on peut mettre sur la table, mais vous avez des pays comme les Philippines où ils sont revenus sur la légalisation. Il faut faire attention lorsqu'on parle de légaliser à quelle hauteur du THC on va mettre le cannabis. Si on le va en pharmacie, vous avez aujourd'hui en vente libre des cigarettes. C'est pas pour autant qu'il n'y a pas de contrebande de cigarettes. Il y aura toujours plus nocif, moins cher. Et puis les dealers n'iront pas pointer au chômage. Ils vont continuer à travailler de manière différente. Je pense qu'il faut rester très prudent. Et je crois surtout qu'avant de légaliser, on doit éduquer. Et ça a été dit. Et je salue Driss Ait Youssef sur ce qu'il développe en matière de prévention, d'éducation. Et je pense aussi aux consommateurs. Aujourd'hui, le constat, il est où ? Malgré nos résultats, malgré le travail de la police, qui sont des résultats probants. Mais il est où aujourd'hui? Lorsqu'on fait le constat, on a toujours autant de consommateurs. Est-ce qu'aujourd'hui, on a assez d'éducation dans les écoles, par exemple, pour expliquer ce qu'on prend quand on fume un pétard? Il y a 40 ans, on disait, c'est pas grave de fumer un pétard. On voit le résultat aujourd'hui. Est-ce qu'on sait ce qu'on prend dans le nez quand on se fait un rail de cocaïne, alors qu'elle est coupée avec de la farine, avec de l'ammoniac? Est-ce que on éduque nos enfants suffisamment là-dessus? Alors je ne dis pas qu'on arrêterait, qu'on stopperait le trafic de stupéfiants, mais ce serait déjà un premier socle de travail avant de partir sur la connexion a été coupée, ce n'est pas de notre fait. Merci beaucoup Bruno Bartocchetti d'avoir été avec nous. Merci Driss Ait Youssef. Merci Noémie Schulz d'avoir apporté votre éclairage sur le plateau cet après-midi. Et merci beaucoup Myriam Bounafa d'avoir relayé les nombreuses questions de nos téléspectateurs sur France Info. L'hommage à Nessim Ramdan a lieu en ce moment même à la mosquée de la Méditerranée à Marseille. Vous êtes sur place, Pierre Barbin. Énormément de monde venu rendre hommage à ce chauffeur VTC de 37 ans tué vendredi.
Oui, des dizaines et des dizaines de personnes qui sont actuellement rassemblées ici à la mosquée Méditerranée de Marseille, dans le 14e arrondissement de la ville. Il y a un silence impressionnant, un moment de recueillement en hommage justement à Nessim, ce chauffeur VTC de 36 ans, vous l'avez dit, qui a été tué vendredi soir par un adolescent de 14 ans. Ce terrain de basket que vous voyez sur ces images a été transformé en lieu de prière avec des dizaines et des dizaines de personnes qui sont actuellement rassemblées ici. On sait que dans les prochaines minutes, il y aura maintenant une prière mortuaire, en l'hommage de Nessim, avec donc sa famille, ses amis, ses proches, pour lui dire un dernier au revoir en sa mémoire. Nessim, un homme apprécié de tous, de sa famille, je le disais, mais aussi de ses coéquipiers du club de foot de Carnoux en Provence, où il jouait depuis 5 ans. Il y a beaucoup de tristesse aujourd'hui. C'est pour cette raison que tant de personnes sont rassemblées ici à la mosquée Méditerranée de Marseille pour dire un dernier au revoir à Nessim, père de famille, 36 ans, homme bon sous tout rapport, qui n'avait aucun problème. Il était apprécié de tous et il a été, je vous le rappelle, tué vendredi soir par un adolescent qui l'a abattu froidement avec un pistolet d'une balle dans la tête. Pierre Barbin avec Jérôme Gauthier. On va revenir chez vous dans un instant. L'hommage qui a lieu en ce moment à Marseille dans un très grand silence. Vous voyez ces dizaines de personnes. Nessim Ramdan n'aurait jamais dû être tué vendredi. Personne ne devrait jamais être tué de toute façon, mais c'est une victime collatérale. Il n'a rien à voir avec le trafic de drogue. Il n'a absolument rien à voir avec le trafic de drogue. C'était un bon père de famille, chauffeur VTC, on vient de le rappeler. Il a croisé la route effectivement de 2 mineurs qui, eux, avaient été recrutés pour un projet d'assassinat d'une équipe concurrente. On parle du clan des Blacks de la cité Félix Piat dans le 3e arrondissement à Marseille, recruté par un commanditaire présumé qui, lui, était détenu à la prison de Luynes. Donc oui, Nessim Ramdan n'était absolument pas visé par ce projet d'assassinat puisqu'il n'avait rien à voir avec cette histoire. Que sait-on de cet homme qui les a recrutés, ces jeunes? Il s'agit d'un homme qui les a recrutés depuis sa prison. Exactement. Il était détenu à Luynes, puisque là, il a été placé dans un autre centre de détention depuis sa mise en examen, suite à ces faits et l'assassinat de Nessim Ramdan. Ce qu'on sait de lui, c'est que c'est un jeune homme de 23 ans, finalement pas beaucoup plus âgé que les jeunes qu'il recrute, qu'il est originaire des Hauts-de-Seine. Ce n'est pas un Marseillais à l'origine, condamné à plusieurs reprises pour des faits de trafic de stupéfiants, de conduite sans permis, mais aussi de violence lors d'un séjour en détention dans l'Aube sur un surveillant de prison. Et puis, on apprend récemment qu'il a déjà été mis en examen pour avoir recruté un autre jeune au mois de juin 2023, un jeune francilien, un habitant des Yvelines, de 17 ans, pour aller commettre déjà à l'époque un assassinat, même un double assassinat à Marseille. On entend actuellement la prière qui vient tout juste de commencer à la mosquée Méditerranée de Marseille. On est dans le 14e arrondissement. C'est là que Nessim Ramdan a grandi. C'est un enfant des quartiers nord. Énormément d'émotions. Ce temps de prière doit durer 1 heure. J'aimerais qu'on retrouve Pierre Barbin sur place. Pierre, vous assistez à ce moment de recueillement. Les Marseillais sont d'autant plus choqués qu'il s'agit d'un père de famille absolument sans histoire, on l'a dit. Un fan de foot aussi. Il y a eu des hommages d'ailleurs ce week-end. Oui, c'était un fan de football, comme vous l'avez dit. Il a d'ailleurs eu une carrière dans le football amateur. Il a notamment joué dans le club de l'Atlético de Marseille il y a quelques années. Il jouait depuis 5 ans maintenant au club de Carnoux en Provence, où il était attaquant. Et c'est vrai que tout le monde nous parle de Nessim avec le plus grand bien. On a rencontré d'ailleurs l'un de ses coéquipiers il y a quelques minutes, Caïs, qui lui est défenseur dans cette équipe de Carnoux en Provence. Il y avait beaucoup d'émotions qui pouvaient se lire sur son visage, parce que c'est vrai
que cet homme de 36 ans était apprécié de tous, un père de famille bon sous tout rapport. Comme je le disais, il multipliait les emplois justement pour faire vivre sa famille. C'est pour cette raison qu'il était chauffeur VTC en parallèle d'un autre emploi, alors que l'on voit à l'instant la prière qui va commencer sur ce terrain de basket au pied de ces tours de ce quartier du 14e arrondissement, juste à côté de la mosquée Méditerranée, qui ne pouvait pas accueillir tout le monde. On voit des dizaines et des dizaines de personnes, surtout que vous voyez sur l'image, eh bien ces personnes rassemblées sur ce terrain de basket, mais il y a aussi un autre terrain sur la gauche, un terrain de football, un petit terrain de football urbain, et il y a encore des personnes qui continuent d'arriver pour venir rendre hommage à Nessim, qui était apprécié de tous, par sa famille, par ses amis et donc par ses coéquipiers du club de football de Carnoux en Provence. Nessim Ramdan était le père de 3 enfants, des jumeaux de 11 ans, une petite fille de 4 ans. Il fait partie, Stéphane, des victimes collatérales du trafic de drogue à Marseille. C'est pas la première fois. À chaque fois, ce sont des histoires terribles. On se souvient par exemple du sort de la jeune Sokaina. Oui, qui effectivement avait été l'objet d'un tir. En fait, elle n'était pas visée, mais effectivement, l'auteur du tir mortel, lui, avait fait usage d'un fusil d'assaut Kalachnikov. Effectivement, une des balles avait atteint cette jeune étudiante. Alors là, je suis plus partagé sur le terme de victime collatérale concernant Nessim Ramdan, parce que là, on n'a pas, comme souvent à Marseille, un lieu d'un point de deal qui va être la cible de tirs soutenus répétés à l'arme de guerre. Là, on a, de ce qu'on en sait aujourd'hui, un jeune homme qui est recruté pour mener un projet d'assassinat, qui monte dans le véhicule de Nessim Ramdan et qui, pour un différend dont on ne connaît pas encore précisément la nature, le procureur de la République, Nicolas Besson de Marseille, a laissé entendre que parce qu'il ne voulait pas se rendre à l'endroit qui lui était indiqué par ce jeune garçon de 14 ans, ce dernier l'aurait mal pris et ensuite aurait donc fait usage de son arme, un 357 Magnum qu'il portait à la ceinture, en direction et volontairement en direction de la tête donc de Nessim Ramdan. Donc là, on n'est pas, pour moi, dans le cadre d'une victime collatérale. On est sur un homme qui a agi délibérément. Alors, il faudra attendre de savoir ce que lui dit ce jeune garçon de 14 ans en garde à vue. Est-ce qu'il va parler d'un geste accidentel? Est-ce qu'il va parler d'une mauvaise manipulation? Je ne sais pas, mais voilà. Moi, je pense que le terme de victime collatérale ne correspond pas à ce qui est arrivé à ce père de famille. Cet adolescent de 14 ans, presque un enfant, a été incarcéré? Oui, il a été incarcéré. Alors, il a été mis en examen pour assassinat en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de commettre un crime. Ça remonte à dimanche dernier. Il a été ensuite placé en détention provisoire dans un quartier des mineurs, réservé aux mineurs, dans une prison dont on ne connaît pas le nom, mais effectivement, il a été incarcéré. Bonjour Karima Mézienne, vous êtes avocate, membre du collectif des familles. Vous n'êtes pas présente physiquement à cet hommage, mais votre association y est représentée. D'abord, pourquoi c'était important de partager ce moment de recueillement avec la famille de Nessim Ramdan? Karima Mézienne qui ne nous entend pas. On va y revenir dans un instant. La prière est en train de se poursuivre à Marseille. Nous sommes à la mosquée de la Méditerranée. Vous voyez, un terrain de basket a été réquisitionné parce que la mosquée n'était pas assez grande, Pierre Barbin. Oui, exactement, et on voit ces dizaines et des dizaines de personnes qui sont en train de faire la prière, vous le disiez, sur ce terrain de basket improvisé exceptionnellement en lieu de prière au pied des immeubles de ce 14e arrondissement de Marseille. Nessim était originaire, vous l'avez dit tout à l'heure, des quartiers nord, et on voit vraiment beaucoup de monde qui continue encore d'arriver ici sur place. Je le disais tout à l'heure,
Il y a ce terrain de basket qui a été improvisé en lieu de prière parce que la mosquée Méditerranée qui se trouve juste derrière, pour bien que vous compreniez, ne pouvait pas accueillir tout le monde. Et à gauche de ce terrain de basket, il y a un autre terrain, petit terrain de football urbain. Et là aussi, il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui sont rassemblées pour rendre un dernier hommage à Nessim, une prière mortuaire qui devrait durer 1 heure maintenant jusqu'à 15 heures environ. On sait ensuite qu'il y aura son enterrement dans un cimetière, cette fois du 12e arrondissement de Marseille. Mais c'est vrai que c'est un moment de recueillement très bouleversant pour cet homme de 36 ans qui a perdu la vie, vous le savez, vendredi soir, abattu par un adolescent de 14 ans alors qu'il faisait son travail de chauffeur VTC. Il avait refusé de prendre en charge cet adolescent de 14 ans en voyant qu'il avait un pistolet sur lui. Cet adolescent, de sang-froid, avec ce pistolet, l'a tué d'une balle dans la tête. Voilà, ça a été très violent et ça a choqué beaucoup de monde parce qu'on le dit, et on le dit depuis tout à l'heure, Nessim avait 36 ans, c'était un père de famille bon sous tout rapport, il n'avait aucun problème avec personne et surtout c'est une victime collatérale du narcotrafic parce qu'il n'avait aucun lien ni de loin ni de près avec le trafic de stupéfiants. La prière mortuaire qui va durer environ 1 heure avant l'enterrement de Nessim Ramdan dans un autre quartier de Marseille. On a retrouvé Karima Mézienne. Bonjour, vous êtes avocate, membre du collectif des familles. Je le disais, vous n'êtes pas physiquement à cet hommage, mais votre association y est représentée. Pourquoi c'était important de partager la douleur de la famille de Nessim ? Ben écoutez, c'est un drame qui affecte tout le monde, qui affecte tous les Marseillais. Et je pense que c'est dramatique de voir qu'un père de famille perd la vie dans ces circonstances-là. Et il y a une colère légitime. Et puis vient le temps aussi de soutenir cette famille qui est frappée de plein fouet par ce drame. Et aujourd'hui, je crois que tout le monde se devait d'être présent en soutien à cette famille et les aider à porter le deuil qu'ils portent actuellement. Vous avez vous-même perdu votre frère dans une fusillade en 2016. Pardonnez-moi les termes utilisés, mais est-ce que ce qui s'est passé vendredi ne vous donne pas la rage ? Ah ben, il y a une rage, il y a une colère légitime. Je crois qu'aujourd'hui, on a atteint un degré de violence qui est toujours... en fait, on pense qu'on a atteint un seuil et on continue à dépasser toujours plus ce seuil. Je crois qu'il faut vraiment qu'on s'interroge maintenant. Quand on sait que cet assassinat est organisé depuis une maison d'arrêt, quand on sait que c'est un jeune majeur qui est venu recruter un jeune mineur de 14 ans, il faudrait, à mon avis, réfléchir sur la législation à adopter pour peut-être aggraver... pour moi, c'est pas... Ce recrutement de jeunes mineurs pour aller commettre un assassinat, je crois que ça devrait être une circonstance aggravante et plus qu'aggravante, et que je crois qu'à un moment donné, va falloir Je sais que moi, de mon côté, je sais que les familles de notre collectif, elles réclament plus de fermeté de la part de la justice à ce niveau-là, parce qu'on a le sentiment qu'ils agissent en toute impunité, en fait. Et c'est véritablement quelque chose de fondamental pour les familles de victimes que d'obtenir une réponse pénale ferme et véritablement parce qu'on a le sentiment que il n'y a pas de fermeté et que c'est peut-être aussi ça. On a une jeunesse qui est complètement déconnectée de la réalité et qui croit qu'elle peut agir en toute impunité, commettre des assassinats et que quelque part ils ne seront jamais punis et que c'est de l'argent facile à prendre. Non, il faut véritablement qu'il y ait une pédagogie qui s'accompagne autour de tout ça. Et qu'il y ait une répression. Pourtant, mais aussi... ce garçon va être jugé. Il a été placé en détention provisoire. On ne sait pas à combien de temps il va être condamné. Il peut être condamné jusqu'à 20 ans de prison. Ça ne fait pas peur aux adolescents ? Ben, visiblement non, donc je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête, mais de ce qui ressort, nous, dans les dossiers d'instruction de certaines familles, elles nous disent que, a priori, quand c'est des jeunes auteurs, ils n'ont pas de regrets, ils ne mesurent pas la portée de leur acte, en fait. Pour eux, la vie humaine n'a pas d'importance, ou en tout cas, ils sont complètement déconnectés de la réalité, et c'est ça qui est le plus inquiétant. Et le fait est aussi qu'ils
sont un peu dans une réalité virtuelle. Ils pensent que c'est pas tout à fait réel tout ce qu'ils font. Honnêtement, quand on voit qu'on recrute un jeune mineur pour aller via un chauffeur Uber se faire accompagner sur le lieu où on veut orchestrer un assassinat, c'est même pas préparé, c'est un amateurisme incroyable et ça fait peur de voir que malgré tout on arrive à obtenir des candidats pour commettre ce type de fait. Karima Méziane, hier, ici même, je discutais avec le responsable d'une association à qui je disais qu'on était très choqués de l'âge de ces adolescents, 14 ans seulement. Lui n'était pas si étonné que ça. Il me disait, ça fait des mois que je le dis, que les jeunes vont basculer de plus en plus jeunes. Est-ce que ça vous étonne ? Non, nous, en fait, c'est même pas des mois, ça fait plusieurs années qu'on voit l'escalade. Et qu'on voit qu'effectivement, ça devient de plus en plus facile de recruter des jeunes. Alors au départ, c'était sur des points de deal ça surenchérit toujours plus. Et effectivement, tout ça est facilité par ces réseaux sociaux. C'est un vrai fléau. Il n'y a pas suffisamment, en fait, je pense qu'on mesure pas, mais il n'y a pas suffisamment de réflexion autour de ça. Et puis, je pense que ce soit dans les écoles, dans les établissements scolaires ou autres, on fait de la prévention sur tout ce qui est harcèlement scolaire, mais on ne fait pas de prévention sur le recrutement en matière de stupéfiants via les réseaux sociaux. Même les parents, parfois, ne sont même pas informés des méthodes de ces narcobandits. Et il y a peut-être aussi tout un pan de la société qui méconnaît tout ça. Et on a des jeunes mineurs qui, par définition, restent des proies faciles. Facilement influençable et on se retrouve avec ce type de drame inacceptable, une famille brisée. Bien sûr, merci Karima Méziane. Stéphane Selamy, est-ce qu'on sait pourquoi ce jeune de 14 ans a été spécifiquement ciblé par l'homme qui l'a embauché ? Non, on n'a pas ce type d'information aujourd'hui. En revanche, ce qu'on sait, et on l'a vu dans des dossiers précédents, c'est que vous avez un recrutement qui concerne l'ensemble du territoire français. Parce qu'à Marseille, notamment, c'est plutôt spécifique à Marseille, on a des jeunes qui viennent de partout. Vous avez des jeunes qui viennent même de régions parisiennes. On appelle ça des jobbers. Ils sont payés la journée et ils viennent effectuer une tâche. Alors là, on est plus dans le trafic de drogue. Mais c'est vrai que les réseaux sociaux, ça permet à ces barons, on va dire, du trafic de drogue de recruter sur l'ensemble du territoire des jeunes qui n'ont pas de lien avec Marseille, qui ne sont donc pas connus sur la plaque marseillaise et donc qui peuvent passer plus facilement entre les mailles des filets des policiers. On va retrouver Alexis Pluyette à Marseille. L'hommage se poursuit. Oui, absolument. C'est un moment de recueillement et d'émotion. Les amis, les collègues de Nessim sont rassemblés ici pour ce moment de prière qui va se dérouler en 2 temps. D'abord, cette prière qui a lieu en ce moment, une de 5 prières obligatoires, entre guillemets, dans l'islam. Et puis ensuite, il y aura le rite mortuaire lorsque le corps de Nessim Ramdan arrivera ici devant la mosquée. Donc beaucoup de recueillement, beaucoup d'émotions. Nous avons parlé avec l'imam de la mosquée qui était très ému, qui a rappelé que Nessim faisait l'unanimité, c'était un héros, dit-il. C'était un gars bon, a-t-il dit. Et puis ensuite, il a lancé un appel poignant aux parents. Tenez vos enfants, dit-il. Nous sommes en insécurité à Marseille, a-t-il dit. Et puis ensuite, il a lancé un appel aux jeunes pour emprunter le bon chemin, a-t-il dit. Donc un appel vraiment poignant de l'imam qui va donc prononcer son prêche dans quelques minutes. Donc beaucoup d'émotions et de recueillement ici à Marseille.